Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages? J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime le Tu veux un faire. câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Je m'appelle Julie, j'ai 24 ans et je suis étudiante en géographie, mais j'ai aussi un master d'anthropologie. Si on parle d'amour amoureux au sens d'un couple, c'est très différent de l'amour en amitié ou l'amour pour la famille. Dans les trois cas, je dirais que c'est se sentir bien, à l'aise avec la personne. C'est avoir envie de rendre heureux la personne aussi. Mais après, ça se décline en différentes modalités suivant que ce soit ton amoureux, ton amoureuse, tes amis, des connaissances aussi. Ou la famille. Je sais que c'est très différent. Mais ça part toujours du principe que j'ai envie d'être heureuse moi d'abord et ensuite tout faire pour rendre la personne heureuse et faire que ce soit réciproque, etc. Est-ce que c'est important, l'amour? Oui. Moi, j'aime bien aimer les gens et j'aime bien être aimée. Et c'est important. Je pense que ne pas avoir d'expression d'affection, d'expression d'amour, je me sens pas très bien quand ça n'arrive pas, enfin quand il y en a pas. Je me sens mieux quand il y en a. Et ouais, ça peut vraiment être très impactant, avoir un vrai effet sur ma santé mentale. Et je vais pas exagérer en disant ma santé physique, mais la santé mentale, ça a forcément des effets somatiques, etc. Mais ouais, s'il n'y a pas d'expression d'amour et de pas se sentir entourée, ça va pas. Mais ça n'empêche pas que je peux aussi me sentir bien toute seule, mais ça rajoute quelque chose d'être entourée et de savoir que tu as un système de soutien amoureux, mais pareil dans les trois modalités d'amour que j'ai dit avant. Donc amitié, famille, amoureux. Est-ce qu'il y a un système de soutien qui est plus important que l'autre? Je pense que le système de soutien amical, avec tout l'amour que j'ai pour mes amis IES et IS, c'est très important. J'ai pensé pendant longtemps que c'était le soutien amoureux d'un partenaire qui était important et que c'était ce qui faisait tenir en quelque sorte, ce qui faisait que tu te sentais soutenu au plus. Mais en fait non, genre c'est important mais ça reste secondaire. Évidemment la famille, j'aimerais bien que ce soit parfait, etc. Ça ne l'est pas parce que c'est des gens que tu n'as pas choisis et avec qui tu es forcé de vivre, même si ça se passe bien, etc. Mais du coup ce serait plutôt l'amical qui serait le plus important parce que c'est des gens que tu as élus, qui t'accompagnent et que tu accompagnes et vous grandissez ensemble, etc. Partenaire, ça reste, le ou la partenaire, ça reste plus... Je sais pas. C'est important, mais pas de la même manière. On va dire que je trouve, pour moi en tout cas, qu'il faut que j'apprenne à ne pas dépendre uniquement du soutien émotionnel du partenaire et que le soutien amical est plus dense et plus développé parce que c'est des gens avec qui tu as grandi pendant longtemps, avec qui tu partages des choses qui ne sont pas de l'ordre non plus de l'intime physique, de type relation sexuelle. Je sais pas, l'amical me paraît plus important. C'est pas que ça a pas de sens l'amitié, mais c'est que ça n'a pas de... Tu cherches pas à en tirer quelque chose. Normalement dans une relation amoureuse avec un partenaire, tu cherches pas non plus à tirer quelque chose, mais tu as des attentes par rapport à des normes, par rapport à qu'est-ce que ça devrait être d'être en couple, etc. Alors qu'avec des amis c'est plus libre, du coup t'as pas vraiment d'attente, donc c'est plus pur, on va dire. Du coup je préfère ce système de soutien là. Est-ce que c'est facile de se détacher de cette norme du partenaire amoureux, c'est ta priorité, toi en tant que femme? Je dirais que c'est assez difficile, oui. Il faut se mettre en avant soi. Et c'est le plus important, c'est se dire, ok, ma priorité c'est moi, et ne pas se dire ma priorité c'est l'autre. Et non, dans la norme du couple, surtout hétéro pour mon cas, c'est normalement tu es censé mettre l'autre personne en premier plan et tout le temps. Et en fait non, du coup c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts de trouver un équilibre avec l'autre personne, parce que normalement il faut en parler. Et il faut discuter avec la personne de bien établir que c'est moi ma priorité d'abord, c'est par exemple une réussite scolaire. Tu sais, genre de dire ma vie privée et ma vie
professionnelle, intime, créative, enfin tout ça c'est plus important que la relation et je ne vais pas gâcher, je sais pas, n'importe quoi, enfin ta vie parce que je suis amoureuse de toi et que tu es amoureux de moi. Mais ça veut pas dire ignorer l'autre et ne pas prendre en compte son avis, loin de là. Mais ça veut dire toujours faire l'effort de se remettre à sa place qui est la première place. Et du coup c'est dur parce que c'est égoïste, littéralement égoïste de se mettre d'abord soi. Ça prend du temps, de l'effort, beaucoup de communication, beaucoup. Mais ouais, c'est pas facile. Est-ce que tu as eu l'impression de perdre ton temps lorsque tu étais dans des relations amoureuses ? Je pense que dans les moments où après une rupture, t'es un peu aigri, t'es un peu en colère, oui, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Mais avec le recul, c'était pas de la perte de temps. Ça me chier de le dire, mais c'était pas de la perte de temps. C'était plutôt... je suis passée par là et j'en suis arrivée à ce que je suis là maintenant et à ma manière de penser maintenant. Du coup, c'est pas une perte de temps. Mais forcément, surtout quand il y a eu une rupture, que ce soit amicale d'ailleurs ou avec ton partenaire, t'as toujours cette impression de dire j'ai donné autant et ça n'a servi à rien, entre guillemets. C'est pas vrai, ça n'a pas servi à rien. Mais t'as l'impression. Donc non, c'est pas une perte de temps. Mais il faut prendre un peu de recul pour arriver à se dire ça. Après, évidemment, je parle pas des situations de relations très malsaines ou très toxiques, etc. où c'est des schémas différents. Mais normalement, je pense que tu perds pas ton temps. T'en tires toujours quelque chose. Au moins, t'as avancé sur toi-même. T'as découvert qu'il y a des choses que t'aimais pas, que des choses que t'aimes bien, que tu es prête à faire ça, que t'es pas prête à faire ça. Tu peux toujours en tirer quelque chose. Est-ce que tu appréhendes la vie de famille future ? Je dirais pas que j'appréhende, j'ai pas peur de ça. Enfin, j'ai peur de commencer, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, je parle pas de mariage parce que je pense pas me marier, enfin je sais pas, mais pour l'instant ça me tente pas. Mais oui, ça fait peur parce que t'as des responsabilités qui viennent avec, surtout s'il y a des enfants où il faut que tu élèves quelqu'un dans le monde, etc. Dans un monde qui va pas forcément très bien. Du coup, oui, ça fait peur, mais je l'appréhende pas dans le sens où si ça arrive, je ferai tout pour que ça se passe bien, etc. Enfin, je pense pas que je vais m'effondrer de panique si ça arrive. Après, je sais pas, je n'ai jamais... je suis pas mère pour l'instant, ou j'ai pas une vie de famille, genre en couple, posé dans un appartement ou une maison avec le chien, les chats, les poissons rouges, etc. Mais je dirais que j'ai une assez bonne philosophie là-dessus, de dire on verra en temps venu. Et je sais que je suis assez grande, assez responsable pour m'en sortir au moment venu. Donc j'ai pas trop peur non plus. Alors, est-ce que tu appréhendes d'éduquer un enfant avec un homme ? Ça oui, un peu plus. Je me dis que si c'était que moi avec un enfant, t'as pas à prendre en compte une deuxième personne, donc ça aide. Mais oui, évidemment, parce que les hommes on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même socialisation. Donc oui, j'appréhende un petit peu, surtout si l'enfant est un garçon, parce que forcément et je pense que c'est la même chose pour pas mal de gens de mon âge et de mon orientation politique, etc. De se dire si j'ai un enfant, j'aimerais bien que ce ne soit pas le connard sexiste de première. Je pense qu'on souhaite tous ça, mais après normalement je choisis mes partenaires aussi et j'espère que mes partenaires correspondent quand même à un certain idéal que j'ai d'être au monde et d'empathie, etc. Du coup, je pense que ça ira, mais ça demandera toujours plus de travail parce que du fait de ma position de femme blanche, etc. J'ai un certain vécu, j'ai certaines expériences que je n'ai pas envie que ça se reproduise sur mes enfants et je sais forcément que la personne qui sera un homme n'aura pas partagé ces expériences-là. Du coup, il faudra que j'arrive à faire comprendre que, par exemple, c'est une petite fille de dire je sais pas, tout ce qui va être remarque sur le corps, remarque sur la façon d'être, etc. D'essayer de ne pas reproduire des schémas sexistes. Je pense que ça va être difficile. Mais encore une fois, normalement mes partenaires j'ai choisi, donc j'espère grandement que la personne ne va pas se révéler au dernier moment un connard misogyne qui va dire moi ma fille je veux qu'elle soit élevée que dans du rose et à jouer avec des petites Barbie et c'est tout, et le petit garçon il aura des voitures. Non, normalement ça y arrivera pas, on espère. Là dans ton discours t'es en train d'expliquer que tu vas faire
une éducation à 2 personnes? Bah oui. Après, évidemment, j'espère que je n'aurai pas à faire une éducation à 2 personnes. Et je me le souhaite. Je me le souhaite vraiment beaucoup, d'avoir qu'un enfant à éduquer. Mais je pense que il y aura toujours de l'éducation à faire. Au moins un minimum face à un homme avec qui tu vis en couple. Parce que ils ont une position qui est plus privilégiée. Et s'ils n'ont pas été éduqués à ça, je sais pas, au cours de leur vie, etc., ils peuvent pas savoir, ils vont pas se réveiller un matin en ayant la lumière en disant « Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai une position privilégiée et je me rends pas compte de toutes les oppressions qu'il peut y avoir. » Ça n'arrive pas. Je pense qu'on aimerait toutes que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Et du coup, oui, il y aura forcément l'éducation, mais encore une fois, j'espère être dans une relation où quand ça arrivera, la personne sera assez mature et assez mature pour aller chercher par elle-même aussi de dire qu'est-ce que c'est qu'une éducation non genrée, on reproduit pas des stéréotypes de genre, etc. J'espère que la personne sera assez grande, oui, pour se renseigner par elle-même. Comment on fait avec la famille qu'on ne choisit pas? Et beaucoup de compromis, de dire qu'il y a des choses que tu peux pas changer chez les autres. Du coup, pour la famille qu'on choisit pas, la famille de sang, on va dire. Pour moi, de sang. Mais je sais pas, on fait des compromis, on se dit que tu peux pas changer les personnes et que tu les aimes quand même. Moi, je les aime. Mais que c'est difficile, qu'il faut pas forcément pardonner des choses qui se sont passées, mais dire ça s'est passé. De se dire que peut-être ça vaut le coup d'essayer de trouver des terrains d'entente. Donc oui, ça passe par ne pas parler de certaines choses, ne pas faire certaines choses avec cette famille que t'as pas choisie. Mais tu trouves un terrain d'entente, je dirais. Des compromis, un terrain d'entente. Par exemple, je sais pas, rentrer chez mes parents, c'est dire que on va pas aborder tel ou tel sujet parce qu'on va s'engueuler, parce qu'on va dire des choses qu'on pense pas, mais qu'on sait qu'elles vont blesser l'autre. Du coup, juste on les aborde pas. Donc forcément, oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits, mais ça veut pas dire que la relation est hypocrite non plus. C'est plutôt que pour le bien de tout le monde et pour être sûr qu'on s'aime et qu'on tienne ensemble, tu prends soin de l'autre en n'abordant pas des sujets qui vont te blesser. Et je pense que ça fonctionne à peu près comme ça, en tout cas dans ma famille. Et on s'y retrouve forcément parce qu'il y a toujours des moments de cohésion, où il y a quelque chose qui apparaît vraiment de lien entre nous, etc. Et ça passe par ne pas parler de certaines choses. Mais du coup, on se rejoint sur d'autres trucs et ça fonctionne très bien. Et est-ce que tu souhaites ce genre de relation avec des potentiels futurs enfants? Je pense que avec des potentiels futurs enfants, si j'ai des enfants, c'est moi qui les aurais éduqués, qui les aurais élevés, etc. Mais je ne m'attends pas à ce qu'ils m'aiment. Je pense que ils grandiront et se feront leur avis sur moi parce que je serai pas parfaite, je pense, et j'ai pas prétention à l'être non plus. Je m'attends pas à ce que mes enfants m'aiment. Je m'attends à ce qu'ils aient, j'allais dire du respect, mais pas dans le sens je te respecte, parrain de la plèbe, etc. Plutôt dans le sens je fais attention à toi et j'écoute tes besoins, tes envies, etc. Tout comme moi, je pense que je serai comme ça. Et du coup, je pense que ça passera aussi par des compromis. Après, j'espère que ça ne se passera pas comme dans ma famille, comme moi dans ma relation avec mes parents. Ça passera pas par beaucoup de temps de divagation, on va dire, où tu passes par 1000 chemins pour arriver à trouver le moment où on trouve un équilibre, etc. Pourquoi tu as envie de faire des enfants si ton but premier c'est qu'ils ne t'aiment pas? Je sais pas trop. Après, je me dis pas que mon objectif dans ma vie c'est d'avoir des enfants. Loin de là. En fait, je sais pas trop comment ça arrive d'avoir envie de faire des enfants. Mais je sais que je suis pas contre. Et je pense que j'aimerais bien être mère. Mais je sais pas comment ça vient. Parce que pour l'instant, par exemple, je me vois pas du tout avoir des enfants. Genre là, je peux pas me dire que dans une semaine je suis enceinte et que 9 mois après je dois accoucher. Inconcevable dans ma tête. Et je pense que je paniquerai énormément et c'est pas le moment et c'est pas le lieu, etc. Enfin, je suis pas dans un moment assez stable de ma vie, genre je suis encore étudiante et tout ça. Mais si ça doit arriver, franchement, je n'ai aucune idée. Juste me dire à un moment donné, tu dois avoir une illumination. De se dire,
Tu vois, tu te lèves un matin, t'es avec une personne que t'aimes et tu te dis un enfant, et voilà, ça fonctionne comme ça. Je sais pas, c'est hyper naïf, je pense, comme vision du truc, mais franchement, je sais pas comment ça arrive. J'ai jamais demandé à quelqu'un, donc. Est-ce que tu t'es déjà projeté cependant avec des partenaires dans une vie future pour avoir des enfants ? Oui, c'est arrivé de me dire que. Enfin, genre d'imaginer un peu une image d'Épinal en mode petite maison en banlieue, en province, quelque part près de la mer, avec des petits-enfants, un petit chien et tout ça. Oui, ça m'est arrivé. Et j'étais très contente d'avoir cette image-là. C'était cool. Mais du coup ça s'est pas fait, donc je sais pas trop quoi faire du fait que j'ai eu ces envies-là. Et surtout que j'étais plutôt en mode ça arrivera dans un futur lointain. Enfin quand je pensais à ça, c'était en mode c'est pas l'année prochaine. Oh que non, vraiment pas. C'est plutôt j'aimerais bien que ça arrive à un moment donné. Mais quand, je sais pas, donc ça reste assez flou. Mais c'est vrai que je sais pas du tout comment est-ce que ça vient l'envie d'avoir un enfant. Je sais pas. Est-ce que tu aimerais réinventer l'amour familial ? J'espère ne pas reproduire la même chose que mes parents. Je sais que c'est très difficile de pas le faire parce que t'as été conditionné comme ça et malgré tout c'est des schémas qui restent toujours en sous-texte un petit peu, ils sont toujours là. Juste tu te bats contre pour pas que ça se reproduise. Donc oui, j'aimerais bien réinventer la manière dont moi j'ai pu avoir de l'amour familial pour pas que ça se reproduise pareil. Mais après, je pense que j'inventerai rien de nouveau non plus. Enfin, juste dans ma famille, ça fonctionnait comme ça et moi, j'aimerais bien que ça se passe autrement. Mais je suppose qu'il y a plein d'autres familles où ça se passait comme moi, j'ai envie que ça se passe. Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit réinventé en mode grande révolution dans la manière de faire famille. Mais en tout cas, oui, que ça corresponde pas à ce que moi, j'ai pu ressentir quand j'étais petite, ouais. Clairement. Comment tu sais que tu aimes ? En amitié, je sais pas trop, parce que juste à un moment donné, je vois la personne et je suis là en mode putain, mais je l'aime beaucoup en fait. Genre, j'apprécie vraiment de passer du temps avec cette personne, etc. Je crois que c'est de l'amour, ouais. Et du coup, ah mais non, en fait, c'est pareil avec. C'est un peu différent, parce que du coup, avec des amis, je suis plutôt en mode ça, en train de me dire, à un moment donné, tu sais, tu te vois au fur et à mesure, etc. Tu fais tes petites dates amicaux et tout. Enfin, en sachant qu'il n'y a pas d'ambiguïté derrière. Et comme je le disais, c'est assez pur parce que tu t'attends à rien en retour. Et du coup, à un moment donné, je sais pas, ça apparaît un peu en mode juste tu regardes la personne, tu fais ah je t'aime en fait, voilà, c'est tout. Je sais pas, tu la prends dans tes bras et puis ça c'est passé. Enfin, c'est passé, genre c'est fait. Et souvent c'est réciproque. En tout cas, ça m'est jamais arrivé que ce soit pas réciproque, je pense. Et avec un partenaire, souvent ça passe par ça aussi, de voir la personne de plus en plus et au bout d'un moment tu te dis je suis vraiment bien avec la personne. Mais vu que c'est un partenaire, il y a un peu plus quelque chose de l'ordre de l'intime, etc. Enfin en tout cas moi je hiérarchise comme ça mes relations. Et du coup c'est quand tu arrives à parler quand tu te sens assez à l'aise pour pouvoir parler de tout sans avoir peur d'être jugé et en sachant qu'il y aura une écoute active et une empathie active de la part de l'autre personne. Après sinon ça passe par des petits trucs un peu cons du style tu te rends compte que tu penses à la personne, que tu as envie de l'amener voir tel ou tel truc, que tous tes endroits préférés tu as envie de les amener, tes personnes préférées tu as envie qu'ils les rencontrent, etc. Enfin, ça passe par ces petits trucs un peu bêtes. Mais sinon plus profondément, c'est surtout de se dire que tu es à l'aise avec la personne. Dans tous les cas, c'est se dire que tu es à l'aise avec la personne, que tu peux aborder des sujets, que tu sens que tu as l'espace de pouvoir parler, d'être écouté, mais aussi que tu es disponible pour écouter l'autre. Et il faut que ce soit tout très réciproque. Sinon, ça fonctionne pas. Vous venez d'écouter le 43e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Julie, 24 ans, étudiante. La chanson que vous êtes en train d'écouter s'appelle Vivre avec toi de Yves Jamais
et a été choisi par mon invitée Julie. Je vous remercie d'avoir tout au long de cet épisode supporté le bruit parisien puisque j'ai rencontré Julie entre 2 trains. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@thewest-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnham. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. Pour que les matins qui se lèvent s'embrasent d'un soleil sans fin, pour que chaque jour se rêve, pour que la nuit soit leur écrin, et parce que la vie est trop brève pour te remettre à demain, je veux vivre avec toi. Car j'ai besoin de toi comme l'aube du soleil, comme la neige du froid et la fleur de l'abeille, comme le jour qui décroît dans l'horizon vermeil, offre à la nuit ses bras pour une lune de miel. Pour coquifier la solitude qui s'insinuait dans mes draps, pour lui enlever la certitude que tout finira dans ses bras, parce qu'il n'y a pas de latitude vivable là où tu n'es pas. Je veux vivre avec toi. Avant que le monde n'explose, le torse bombé de bêtises, ajoutons quelques touches de rose pour que la vie à deux nous grise, et pour adoucir mes névroses et de temps en temps lâcher prise. Je veux vivre avec toi. Car j'ai besoin de toi comme l'aube du soleil, comme la neige du froid et la fleur de l'abeille, comme le jour qui décroît dans l'horizon vermeil, offre à la nuit ses bras pour une lune de miel.